Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de l'invité du jour, d'accueillir notre invité Pierre Giorgini. Vous signez cet essai, ce livre, La tentation d'Eugénie aux éditions Bayard. Pierre Giorgini, c'est votre quatrième livre, quatrième essai d'ailleurs. Je rappelle, avant de commencer la discussion, que vous êtes président, recteur de l'Université catholique de Lille. Alors, cet essai, La tentation d'Eugénie, l'humanité face à son destin. Tout d'abord, Eugénie, ça veut dire la bien-aimée. C'est qui Eugénie? Alors Eugénie l'a bien né, donc c'est La un peu, bien-née. oui, l'a bien né, c'est en référence au fond avec l'eugénisme. Donc l'objectif du livre était de montrer, en tous les cas, l'exigence éthique du monde qui vient du fait de la déferlante technoscientifique et notamment de ces tentations d'une maîtrise totale, car l'eugénisme, c'est tenter de maîtriser le destin des hommes et le maîtriser totalement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes appuyé sur toutes les avancées que subit l'humain depuis maintenant plusieurs décennies. Et vous en faites quoi? Une réflexion sociologique? Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé d'une part de décrire au fond ces tentations de maîtrise absolue par la technologie, hein, dans les trois grandes sphères, la sphère sociale, on va dire, la géosphère et la sphère biologique, avec le débat actuel sur la bioéthique. Et on a tenté de montrer comment dans ces trois sphères, il y avait au fond cette tentation, ce fantasme presque d'une maîtrise où l'homme pourrait au fond maîtriser son destin et éradiquer la mort, la fragilité, la maladie, y compris les fragilités sociales. On l'a vu par exemple avec le scandale de Cambridge Analytica, par exemple, qui est une forme de tentative de tutelle ou en tous les cas d'influence massive des territoires mentaux, puisque maintenant les territoires mentaux deviennent des territoires de conquête, y compris pour les États. Vous pointez du doigt quoi? La manipulation des esprits? Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas tellement la manipulation, c'est vraiment, on le voit aussi dans la géo-ingénierie, par exemple, ces gens qui veulent envoyer de la poudre de diamant dans l'atmosphère, tout ça relève de l'idée qu'on pourrait maîtriser la nature, y compris la nature humaine. Donc ça relève vraiment de cette tentation d'une maîtrise a priori, qui est relayée par, au fond, ce que j'appelle moi la science fictive, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui extrapolent des éléments scientifiques avérés pour nous plonger dans une idéologie scientiste et techniciste qui d'ailleurs la plupart du temps n'est pas fondée. Moi, ce qui me frappe dans tous les interviews que j'ai pu avoir de scientifiques, c'est à quel point ils sont eux-mêmes catastrophés par des annonces d'un futur où on dominerait complètement le gène, par exemple, où on se rend compte que plus on découvre et plus on se rend compte que c'est compliqué. Pareil pour les neurosciences, on pense qu'on va maîtriser le cerveau, comme je dis souvent, donc pourvu qu'on découvre les origines de la bonté, car comme ça on pourrait maîtriser la bonté, ce serait extraordinaire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à la fois du fantasme, mais en même temps, ça construit une figure fictive du futur. Vous voyez, ça développe une idéologie, et je trouve que les jeunes, ils sont assez sensibles, et est-ce qu'ils ont, il faut qu'on les aide à monter un peu en maturité, et je pense que la communauté scientifique a un vrai rôle par rapport à ça, pour prendre une certaine distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses fulgurantes, mais en même temps, parfois, on est projeté dans des univers qui ne sont pas de la science-fiction. Parce que la science-fiction, on nous dit tout de suite que c'est dans une autre planète ou dans 1000 ans. Là, la science fictive, c'est plus pernicieux parce que c'est presque scientifique, mais pas tout à fait. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a quand même dans ce livre, au-delà de toutes ces analyses critiques, une lueur d'espoir? Est-ce que l'humanité est vouée quand même à un peu plus d'optimisme? Vous parlez d'un tiers chemin qui est possible. Oui, c'est-à-dire que je pense que les technosciences sont à la fois, c'est une aventure en fait, une aventure intégrale qui peut nous conduire, comme le dit Patrick Vivray, à une sous-humanité, mais aussi à une pleine humanité. C'est-à-dire qu'il y a dedans il y a dans les technosciences en général, dans ces trois grandes révolutions technoscientifiques, hein, que sont les nanosciences, les neurosciences et les sciences du gène et les biotechnologies, il y a à la fois évidemment le potentiel d'une destruction de l'humanité. C'est mon ami Paul Jorion qui dit nous avons peut-être les moyens presque de construire, de produire notre successeur sur la planète, et en même temps on est assez stupide pour ne pas être capable de nous y préserver. Donc il y a derrière cette idée, c'est qu'il existe dans les technosciences, notamment ce que des gens comme Idriss Aberkan appellent le biomimétisme ou des technosciences de l'alliance. On a probablement des potentialités à la fois d'aller vers une pleine humanité et même de construire une nouvelle alliance avec la nature, à condition évidemment que l'éthique devienne le cœur.
Le problème aujourd'hui, c'est que l'économique a repoussé les questions éthiques au fond dans la sphère privée, dans la périphérie. La révolution copernicienne qu'on doit conduire, c'est que l'éthique reprenne le centre et au fond repousse les questions économiques, sans dire qu'elles n'ont aucune importance évidemment, mais que l'éthique devienne le cœur. Et ce qui est espérant, c'est de voir toutes ces initiatives, toute cette jeunesse, tous ces tiers-lieux qui naissent un peu partout, où la jeunesse, mais même les moins jeunes, des retraités, etc., souhaitent vraiment prendre cette question et je pense qu'on a besoin effectivement de créer une contre-démocratie des consciences, c'est-à-dire comment on met en réseau toutes ces consciences et comment aussi on accompagne chez les jeunes l'accès à l'autonomie de conscience. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Comment on les aide à prendre de la distance par rapport à tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils voient, y compris à la télévision, sur ce mythe technoscientiste et sur les réseaux sociaux, sur ce mythe technoscientiste qui parfois est complètement déraisonnable, même si en matière scientifique, jamais ne veut rien dire. Probablement qu'un jour, on pourra aller au-delà de la limite biologique de la vie humaine. Mais d'annoncer déjà dès maintenant ceci comme une certitude, c'est pas neutre. Ça véhicule un récit qui dit quelque chose de notre façon d'être au monde. Vous avez un passé chez France Télécom, vous étiez dans l'entreprise avant, France Télécom devenue Orange. C'est les nouvelles technologies, l'avancée des progrès, de la science, vous connaissez, est-ce que ça vous a guidé pour cet essai ? Oui, parce que le premier essai, je pense, je sortais d'Orange, donc j'avais encore une forme de fascination. Vous savez, les technosciences sont fascinantes. Comme je dis souvent, quand je vois des gens revenir de Las Vegas, j'ai l'impression de voir Saint Paul sur le chemin de Damas, c'est-à-dire comme s'ils avaient rencontré le Graal. J'en ai fait partie, c'est-à-dire j'ai été de ceux qui étaient incroyablement sensibles, au fond, à l'esthétique des technosciences. C'est Gunther Anders qui parle de la honte prométhéenne, c'est-à-dire on est subjugué par une forme de perfection de la technologie, surtout qu'on nous la présente souvent comme plug and play, et en fait on est bien placé pour savoir que ça marche rarement comme on nous les présente. Et donc vraiment il y a une forme de fascination et le fait, je me suis intéressé beaucoup à la philosophie à l'âge de 45 ans, mais le fait de te baigner dans cet univers de théologiens, d'économistes, de philosophes, de gens extrêmement brillants sur le plan universitaire, et qu'on ait trouvé le moyen de dialoguer, c'est-à-dire que j'apporte à la fois ma connaissance très latérale des technosciences et eux, leur regard un peu avec un pas de côté, c'est-à-dire leur regard humaniste de ces questions, m'ont vraiment fait bouger, et on le voit d'ailleurs entre le premier et le quatrième ouvrage. Je ne suis pas catastrophiste, et en même temps je reste vraiment très espérant, mais en même temps il y a des enjeux considérables. Très bien, ça s'appelle La tentation d'Eugénie, l'humanité face à son destin, Pierre Giorgini. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous en parler davantage. Merci. À très bientôt. Merci à vous.